Merci. J'appelle maintenant professeur Amin, Rahou Amin, chef d'unité des maladies systémiques et orphelines et directeur des activités médicales et soignantes de l'établissement, pour présenter bien sûr le traitement antidiabétique et gestion du risque cardiovasculaire. Je profite de l'occasion. Merci, Monsieur le Président de la séance. Mes chers collègues, confrères et consoeurs, c'est un honneur encore une fois d'être parmi vous aujourd'hui. Et à cette occasion, je remercie vivement le comité d'organisation d'avoir accepté mon travail. Donc, comme intitulé, on va parler de la relation entre les antidiabétiques et le risque cardiovasculaire. Donc, vous allez voir quelle est la relation entre le traitement antidiabétique chez le diabétique de type 2 et le risque cardiovasculaire. Et vous allez bien sûr déduire et comprendre pourquoi il y a certaines priorités lorsque vous allez traiter par exemple un patient qui est en prévention secondaire. Actuellement, on privilégie les nouvelles classes thérapeutiques et vous allez voir pourquoi. Et il faut savoir aussi que la metformine aussi garde une place très importante dans la prise en charge de la maladie cardiovasculaire, bien sûr, dans une approche glucocentrique et même cardiocentrique. Donc, sur le plan statistique, on va rapidement dire que le diabète type 2 occupe une place très inquiétante dans le monde. Ça, vous le savez très bien, même les prévisions. Il y aura une progression d'ici 2045 de 46% dans le monde. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les pays du MENA, puisque l'Algérie en fait partie. Et regardez l'augmentation, la progression, elle sera de 87%, ce qui est vraiment alarmant. En Algérie, on a estimé en 2017 qu'il y a, grâce à l'étude Stepwise OMS, qu'il y a 4 millions de patients diabétiques de type 2, ce qui correspond à une prévalence de 14%. Et ça aussi est très alarmant, inquiétant pour nous tous. D'un autre côté, il faut savoir que l'espérance de vie d'un patient diabétique est raccourcie par rapport aux non-diabétiques, et quel que soit le sexe. Et comme vous voyez en bas, ici en noir, c'est directement lié, principalement lié à la maladie cardiovasculaire. Il y a d'autres, bien sûr, facteurs, mais principalement, il y a la maladie cardiovasculaire. Le diabétique, le fait d'être diabétique, ça augmente le risque cardiovasculaire. Et c'est un facteur de risque indépendant, même après l'action sur les autres facteurs de risque, à savoir l'hypertension artérielle, l'obésité et les autres, même après de les avoir neutralisés. Donc, ce qu'on peut dire, le fait d'être diabétique, ça multiplie par 2 le risque de survenue des événements cardiovasculaires. Et à l'heure actuelle, il faut savoir que le tiers de la population diabétique déjà sont en prévention secondaire. Et lorsqu'il y a un décès, 50% des décès chez le diabétique sont liés à la maladie cardiovasculaire. L'Algérie n'est pas épargnée. Regardez quelle est la première cause de mortalité. Actuellement, il y a une véritable transition épidémiologique et on va voir de plus en plus de maladies non transmissibles. La première cause de mortalité en Algérie, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, on est concerné par cette situation, nous aussi en Algérie. Il faut savoir que 1% d'hémoglobine glyquée augmentée fait augmenter le risque d'AVC de 37%. Et pour la maladie coronaire, ça multiplie le risque chez le diabétique par 2 à 3. Et tenez-vous, le fait d'être diabétique, ça multiplie par 12 le risque d'AOMI. Donc le fait d'avoir un IPS pathologique, ça va augmenter le risque de mortalité de 67%. C'est énorme et c'est pour ça qu'on donne, il y a une attention particulière à la maladie cardiovasculaire chez le diabétique de type 2. Maintenant, comment on évalue le risque cardiovasculaire? On ne va pas entrer dans les détails puisqu'il faut savoir que le patient diabétique, il y a une hétérogénéité chez le diabétique. Et jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un score qui est bien adapté aux patients diabétiques. Mais il y a les nouvelles recommandations de l'ESC de 2023, le score diabétique que vous pouvez télécharger et je vous invite à l'utiliser. Il est très pratique, il permettra de vous aider afin d'évaluer le risque cardiovasculaire. On l'utilise chez les patients qui sont en prévention secondaire. Pas la peine de l'utiliser chez un patient déjà qui est en prévention secondaire, c'est-à-dire celui qui a fait un événement cardiovasculaire. Pourquoi? Parce qu'il est déjà à très haut risque cardiovasculaire. Il faut le mettre directement dans la catégorie très haut risque
risque cardiovasculaire, ou s'il a bien sûr une atteinte d'organes cibles, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc le score de diabétis prend en considération la région, et comme vous voyez l'Algérie, il y a une zone rouge, donc déjà on est une zone à risque cardiovasculaire. Et il prend en considération plusieurs paramètres, par exemple l'âge, l'ancienneté du diabète, la tension artérielle systolique, le bilan lipidique et même la clairance, le débit de filtration glomérulaire. Et après, vous aurez un pourcentage. Ce pourcentage, ça veut dire que dans les 10 années qui suivent, c'est le pourcentage pour faire un événement cardiovasculaire. Et les experts les ont classés en 4 catégories. Risque faible, modéré, élevé, très élevé. Pour le risque très élevé, soit il est en prévention secondaire ou ayant une maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire il a une atteinte d'organes cibles, pardon. Sinon, s'il est en prévention primaire et vous calculez le risque, il est supérieur à 20%. Pour les autres, ils sont généralement en prévention primaire, d'ailleurs pas la peine de le calculer en cas de prévention secondaire. Et lorsque ce risque est entre 10 à 20%, il s'agit d'un risque élevé, sinon 5 à 10% risque modéré, et inférieur à 5, c'est un risque qui est faible. Schématiquement, si vous voyez, si votre patient est en prévention secondaire ou ayant une atteinte d'organes cibles, mettez-le directement dans la catégorie très haut risque. Sinon, s'il est en prévention primaire, calculez le score grâce au score de diabétis que vous pouvez télécharger, et à partir du pourcentage que vous allez trouver, vous allez le mettre dans une des catégories. Maintenant, si vous vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire l'atteinte d'organes cibles? Regardez, c'est lorsqu'il y a un débit de filtration glomérulaire, une clairance inférieure à 45, quel que soit avec ou sans microalbuminurie. Ou lorsqu'il y a une clairance entre 45 et 59, là il y a obligatoirement l'association avec une microalbuminurie ou un RAC bien sûr entre 30 et 300. C'est le rapport albumine-créatinine urinaire. Sinon, lorsque vous aurez une macroalbuminurie, quelle que soit la clairance, il faut considérer ce patient comme ayant une atteinte d'organes cibles et pas la peine de calculer le risque, même s'il est en prévention primaire, il est à très haut risque. Sinon, lorsque vous aurez 3 atteintes de microangiopathie différentes, par exemple une rétinopathie diabétique, une microalbuminurie, une neuropathie, il faut le considérer comme ayant une atteinte d'organes cibles, donc il est d'emblée considéré comme à très haut risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est le premier élément. Maintenant, on va voir ensemble les différents antidiabétiques et leur relation avec le risque cardiovasculaire. Et vous allez voir que ce n'est pas une coïncidence qu'on les classe, c'est en fonction, la médecine elle est basée sur des preuves, c'est grâce à des études que les experts les ont classés. Pourquoi on s'intéresse beaucoup plus à la maladie cardiovasculaire? Actuellement, si on veut avoir l'AMM en diabétologie, il faut faire des études de sécurité cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle les CVOT. Pourquoi? Parce que je vous fais rappeler une méta-analyse qui a été faite en 2007 aux États-Unis, c'est grâce aux travaux de Nissen. Il a découvert que la rosiglitazone, les patients qui étaient sur rosiglitazone, il y avait un surrisque. Ils ont développé une maladie cardiovasculaire, par exemple. Ça a permis d'augmenter le risque d'infarctus du myocarde de 43% et de mortalité cardiovasculaire de 64%. Et on a arrêté l'utilisation, on a retiré la molécule du marché. Et c'est à partir de là que la FDA, en 2008, a exigé ces études de sécurité cardiovasculaire. En Europe, l'Agence européenne des médicaments, c'était à partir de 2012. Donc à partir de là, plusieurs études ont été faites. Et c'était bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a découvert quelques classes thérapeutiques et qui avaient un bénéfice au-delà du contrôle glycémique. Par exemple, la classe des inhibiteurs de SGLT2 qui a un bénéfice vis-à-vis la sécurité cardiovasculaire, l'insuffisance cardiaque surtout, et même la maladie rénale. Donc c'était un avantage pour nous tous. Maintenant, vis-à-vis la prise en charge, à l'heure actuelle, la prise en charge, elle est centrée sur le patient. Ça, on le sait très bien. L'objectif principal, c'est de prévenir les complications d'un côté et d'améliorer la qualité de vie. Et si vous voyez cet algorithme, on vous dit que même dès que vous faites le diagnostic, indépendamment du taux d'hémoglobine glyquée et quel que soit le patient est sous metformine ou pas, s'il est à très haut risque ou s'il a déjà fait un événement cardiovasculaire ou si votre patient est en insuffisance cardiaque ou en insuffisance rénale, il faut le mettre catégoriquement, obligatoirement sous les 2 nouvelles classes thérapeutiques, à savoir analogue de GLP1, inhibiteur de SGLT2. Pourquoi? Vous allez voir, parce que ces molécules, c'est un bond en avant. C'est vrai qu'ils n'ont pas révolutionné la prise en charge du diabète de type 2, mais c'est un bond en avant. Pourquoi? Vous allez voir qu'ils ont permis d'apporter un bénéfice, parce que l'efficacité, ils ont apporté un bénéfice qui est avéré et non pas suggéré, et même c'était pas neutre vis-à-vis le risque cardiovasculaire. Il y a beaucoup de méta-analyses d'études
qui ont été faites dans ce sens. Et grosso modo, ce que j'aimerais bien vous dire, c'est qu'ils ont permis de réduire le risque de maladie cardiovasculaire de 14%, quels que soient les analogues de GLP-1 ou les inhibiteurs de SGLT2. Les analogues de GLP-1, au-delà du contrôle glycémique, vous avez ce bénéfice cardiovasculaire. Et toutes ces études qui ont été réalisées ont démontré que ces molécules, parce qu'il y a plusieurs analogues de GLP-1, ont apporté un bénéfice vis-à-vis la maladie cardiovasculaire et principalement la maladie athéromateuse et non pas l'insuffisance cardiaque. Parce qu'en insuffisance cardiaque, cette classe était neutre. Il n'y avait pas de différence significative versus placebo et versus les autres classes thérapeutiques standards. Dans ces études, regardez par exemple, on prend l'étude SUSTAIN, semaglutide, qui a permis de réduire de 26% la survenue des MACE, c'est-à-dire des événements cardiovasculaires. La deuxième classe, c'est la classe des inhibiteurs de SGLT2. Au-delà du contrôle glycémique, parce que l'effet, le mécanisme, c'est au niveau du tube contourné distal, ça bloque la réabsorption du glucose, ça permet l'élimination du glucose. On a trouvé que cette classe thérapeutique a apporté un bénéfice. Et si vous voyez ici, même en prenant l'exemple de l'empagliflozine, regardez, vis-à-vis la mortalité cardiovasculaire, il y a eu une réduction qui était de 38%. C'est pas n'importe quel chiffre, c'est presque chez les 2 tiers des patients, 38%. Ça va permettre de réduire le risque cardiovasculaire et c'est un élément très bénéfique pour nous en tant que scientifiques. Cette classe, si vous voulez, elle a permis un effet diurétique. Bien sûr, ce sont des ordres hydroélectrolytiques. C'est une mise en garde, il faut le dire, surtout chez les sujets âgés et surtout dans les périodes de la canicule. Cette classe, elle a un effet néphroprotecteur, et un effet anti-arythmique aussi, ça à prendre en considération, et elle permet d'améliorer les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, l'explication physiopathologique, cette molécule permet d'augmenter l'inotropisme cardiaque, donc elle a un effet sur l'insuffisance cardiaque parce qu'il y a une accumulation des corps cétoniques et c'est un substrat énergétique qui est plus efficient et c'est ça l'explication physiopathologique. Maintenant, grosso modo, sur ces 2 classes thérapeutiques, les analogues de GLP-1, c'est beaucoup plus pour la maladie athéromateuse et les inhibiteurs de SGLT2 pour l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale principalement. Les autres classes thérapeutiques, par exemple les inhibiteurs de la DPP4, quand vous voyez, le Lazare ratio pour toutes ces études était proche de 1. Donc, ils ont démontré leur neutralité, ils sont neutres. Donc, l'effet n'est pas bénéfique, mais neutre et c'est déjà pas mal. On peut les utiliser en toute sécurité vis-à-vis le risque cardiovasculaire. Il y a une mise en garde pour la saxagliptine et la logliptine. Il y a un risque, bien sûr, d'insuffisance cardiaque. Donc, pas la peine de les utiliser chez les patients à risque d'insuffisance cardiaque ou qui ont déjà une insuffisance cardiaque. Les autres classes thérapeutiques, les glitazones, par exemple, on n'en a pas en Algérie, mais c'est bien d'en parler. Dans cette classe, la rosiglitazone, elle a été retirée. Mais pour la pioglitazone, elle a un effet quand même qui est suggéré. Vous allez voir sa place dans les recommandations ESC et même il y a une mise en garde, pas la peine de l'utiliser en cas d'insuffisance cardiaque parce qu'il y a une augmentation du risque d'insuffisance cardiaque. Pour l'insuline, regardez, il y a 2 études qui ont été réalisées avec l'insuline, l'étude Origine et l'étude DEVOTS. Et avec la glargine, grâce à l'étude Origine, elle a démontré sa neutralité d'un côté et Degludec grâce à l'étude DEVOTS. Médecine basée sur des preuves. Les experts les classent selon des études, selon des méta-analyses. Et pour la metformine, on revient toujours à l'étude UKPDS. Il y avait une sous-population de patients diabétiques chez qui on a trouvé, c'était 342, chez qui, grâce à la metformine, ça a permis de réduire la mortalité cardiovasculaire et même le risque d'IDM qui était à peu près d'une réduction de 39%. Et ça, c'est un élément aussi à prendre en considération. Les sulfanyluries, après, bien sûr, le registre danois ou suédois qui a incriminé, qui a un petit peu diabolisé cette classe thérapeutique en disant que les patients qui étaient sous sulfamide, ça a permis d'augmenter de 17% le risque de survenue des événements cardiovasculaires. J'attire votre attention que dans cette étude, il n'y avait pas les nouvelles classes thérapeutiques, ceux de la 2e génération, particulièrement l'insuline, le glyclaside qui est un sulfamide de 2e génération. Et à partir de là, il y a une étude de Carolina qui a comparé le glimipiride
naltrexonidéride avec l'inaglutide, qui est un inhibiteur de la DPP4, qui a déjà démontré sa neutralité quand il a été comparé au placebo. Donc cette étude a permis d'innocenter en quelque sorte les sulfamides de deuxième génération, donc on peut les utiliser en toute sécurité. Maintenant, après cette vue sur les différentes classes thérapeutiques, vous allez comprendre pourquoi on classe par exemple les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues de GLP1 en première intention. Regardez les recommandations de l'ESC, ils vous disent quand le patient est en prévention secondaire ou s'il est à très haut risque ou s'il a une atteinte d'organes cibles, privilégier les deux nouvelles classes thérapeutiques indépendamment du taux d'hémoglobine glyquée et quelle que soit l'association avec l'ADO utilisée. Maintenant, dans un souci d'équilibre ou de contrôle glycémique, si vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, ils vous disent que vous pouvez utiliser la metformine ou pioglitazone, où le bénéfice est suggéré, et c'était grâce aux deux études que je vous ai démontrées. Sinon, si on n'arrive pas à atteindre l'objectif, on va vers d'autres classes thérapeutiques. Et regardez, par exemple, on cite les sulfanylurides de deuxième génération, on cite l'insuline, les deux insulines, glargine et dégludaire, et ceux-là, ils ont démontré leur neutralité vis-à-vis le risque cardiovasculaire. Donc, vous voyez, on les classe selon la priorité et selon l'effet bénéfique suggéré ou avéré ou même neutre vis-à-vis le risque cardiovasculaire. Maintenant, pour les patients qui sont en prévention primaire, là, peut-être, on revient à ce qu'on faisait dans notre pratique quotidienne. Regardez, ça peut-être attirer l'attention de certains d'entre vous. Lorsque le risque est faible ou modéré, il faut privilégier la metformine. On utilise la metformine, chose qu'on faisait. Nous, ce qu'on faisait chez les patients qui sont à haut risque, très haut risque, qui sont en prévention primaire, malheureusement, ces nouvelles classes thérapeutiques n'étaient pas remboursables, n'étaient pas accessibles. Mais ce qu'on faisait n'était pas faux, puisque regardez les experts, ils vous disent qu'ils sont à pied d'égalité, les nouvelles classes thérapeutiques analogues de GLP1, inhibiteurs de SGLT2, avec la metformine. Le niveau de preuve est de 2B. Donc, c'est pas faux si vous utilisez la metformine en première intention, en cas où le patient est en prévention primaire, sans qu'il y ait atteinte d'organes cibles, et même si le risque est élevé ou très élevé. Mais sinon, vous pouvez commencer par les nouvelles classes thérapeutiques ou les associer si vous n'arrivez pas à atteindre la cible thérapeutique, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs HbA1c. Ce n'est qu'en prévention secondaire ou lorsqu'il y a une atteinte d'organes cibles que ces deux nouvelles classes thérapeutiques trouvent leur place et ils sont indiqués en première intention avec un niveau de preuve classe 1 et après vous allez vers les autres classes thérapeutiques. Pour l'insuffisance cardiaque, d'emblée, il faut utiliser les inhibiteurs de SGLT2. Ils ont démontré leur efficacité et leur supériorité par rapport aux autres classes thérapeutiques. Maintenant, dans un souci de contrôle glycémique, vous allez, si vous voulez associer un autre médicament, allez-y vers ceux qui ont démontré une neutralité. Ils sont en jaune, vous avez les analogues de GLP1, quelques médicaments, dans la classe des inhibiteurs de la DPP4, sauf la saxagliptine et sauf le pioglitazone pour les glitazones. Vous pouvez utiliser même la metformine et les deux insulines grâce aux deux études que j'ai exposées tout à l'heure. Vous savez, la prise en charge est multirisque. À côté du contrôle glycémique et bien sûr cette approche glucocentrique, il faut agir sur les autres facteurs de risque cardiovasculaire, par exemple l'hypertension artérielle, les mesures